Ah, oh, oh, quand j'ai commencé à tourner, il a... Là, la deuxième question, c'est sur les dialogues. C'est la troisième sur le L'enjeu comportement plus personnel personnel, et ouais. Mais j'ai pas aimé beaucoup. Nós estamos aqui com Patrick Viverré, numa localidade perto de Lyon, num almoço entre amigos, e a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer uma entrevista com ele, para que vocês tenham a presença dele nesse evento de lançamento. Patrick, o que você podia dizer aos alunos, aos voluntários que vão construir conosco o Brechó Ecosolidário e aos seus leitores sobre a importância da sobriedade feliz num momento como esse da humanidade? Si on veut voir l'enjeu de ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, et c'est un terme que j'aime bien également, il faut comprendre que c'est la réponse à un autre couple qui est la démesure et le mal de vivre. La démesure, ce que les Grecs appellent l'hubris, on peut dire aussi le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété. C'est-à-dire c'est une situation d'excès, de démesure, qu'on voit dans toutes les facettes de la crise. Par exemple, la démesure sur le plan écologique, elle se manifeste quand on regarde l'empreinte écologique par le fait que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest ont une empreinte écologique qui répond à plusieurs planètes nécessaires si on voulait avoir le même mode de production et de consommation pour l'ensemble des habitants de la Terre. La démesure dans la biodiversité, elle se traduit par la destruction croissante d'espèces chaque année. La démesure sur le plan social, elle se traduit par l'explosion des inégalités sociales à l'échelle mondiale, mais aussi à l'intérieur de nos propres pays. Quand, pour reprendre les chiffres des Nations Unies, la fortune personnelle de 225 personnes est égale au revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, c'est aussi de la démesure. Et puis là où la démesure est la plus nette, c'est dans la sphère économique, puisque pour reprendre un chiffre donné par Bernard Liétard, qui est un des anciens responsables d'une banque centrale, la Banque centrale de Belgique, 97% des transactions financières quotidiennes ne correspondent pas à de l'économie réelle, à des biens et des services effectifs. Ils correspondent à de l'économie spéculative. Donc il y a le phénomène de la démesure. Et face à ce phénomène de la démesure, on comprend bien que l'un des enjeux, c'est de revenir à des limites. Les limites écologiques, les limites sociales, ça veut dire réduire les inégalités. Les limites financières, ça veut dire réguler la sphère financière. Mais c'est la même chose du point de vue démocratique, parce qu'il y a aussi de la démesure dans le rapport au pouvoir. L'une des raisons pour laquelle l'Empire soviétique s'est effondré il y a 20 ans, c'est de la démesure dans le rapport au pouvoir, et c'est la même chose pour les despotismes arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye. Donc face à la démesure, il faut réinstaurer des limites. Mais si on se contente de voir l'alternative à la démesure, on ne traite qu'une partie du problème. Parce que la démesure elle-même, elle est liée à du mal-être, à du mal de vivre. C'est évident sur le plan personnel. La boulimie, la toxicomanie, l'alcoolisme sont des indices de mal de vivre pour une personne. Ce qu'on sait, c'est que c'est vrai aussi pour les sociétés. Par exemple, le rapport mondial sur le développement humain avait mis en évidence que trois grands budgets, que sont les dépenses annuelles de drogue et de stupéfiants, les dépenses d'armement ou les dépenses de publicité, représentent à chaque fois 10 fois, des fois 20 fois, l'ensemble des sommes qui seraient nécessaires pour assurer les besoins de base, les besoins vitaux de l'humanité, la faim, l'accès à l'eau potable, les soins de base, le logement.
pourquoi ce phénomène-là? Parce que si je prends par exemple la drogue et les stupéfiants, chaque année, on dépense 10 fois plus au minimum, parce qu'il y a toute une partie souterraine, pour la drogue et les stupéfiants que pour l'eau, la faim, les soins de base et le logement. L'économie de la drogue et des stupéfiants, c'est typiquement ce qu'on peut appeler une économie de gestion du mal-être. Parce qu'une chose est de dire par curiosité, par convivialité, on se prend de temps en temps un pétard. Une autre chose est quand on se drogue durablement avec des drogues dures, c'est un indice qu'une société va pas bien. Les 5 millions de drogués américains avec des drogues dures sont un indice d'un mal-être de la société américaine. Donc on peut dire, rien que déjà, l'ampleur de l'économie de la drogue et du stupéfiant établit un lien entre des mesures et mal de vivre. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si, sur un plan très concret, la plupart des acteurs sur les marchés financiers, par exemple les traders, ont recours à des drogues telles que la cocaïne, parce qu'ils sont dans un tel état de stress permanent. C'est le Wall Street Journal qui dit explicitement ceci: Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique. Qu'on soit dans un état euphorique ou dans un état de panique, à chaque fois, on est dans un état d'excès et de démesure, et on comprend bien que le stress que ça génère appelle de la consommation de drogue. Ce couple entre démesure et mal de vivre, on le rencontre aussi dans l'armement, parce que l'essentiel des dépenses d'armement, ça représente 20 fois les sommes qui seraient nécessaires pour les besoins vitaux de l'humanité. C'est de la gestion, de la peur, de la domination et de la maltraitance, l'essentiel des dépenses d'armement. Si c'était de la protection, ça servirait par exemple à défendre leur peuple contre des tyrans et contre des logiques répressives telles que ce qu'on voit en Syrie. Et là, comme par hasard, on dit là, on ne peut rien faire, on est impuissant. L'essentiel des dépenses d'armement, elles gèrent de la peur, de la domination et de la maltraitance, qui est une autre version du mal de vivre. Et les dépenses de publicité, le troisième poste analysé par le rapport mondial sur le développement humain, on peut aussi les analyser dans ces termes-là, parce que de quoi nous parle la publicité? La publicité nous vend en permanence des promesses qui correspondent à l'inverse de ce que nos modes de vie, de production et de consommation nous empêchent de vivre. Plus nous sommes dans la destruction écologique, plus la publicité nous vante la beauté, plus nous sommes dans la rivalité, la compétition, et plus la publicité nous parle d'amitié, d'amour ou de paix. Plus nous sommes dans une absence de vie intérieure à cause du stress que génère ce mode de vie, et plus la publicité va nous vanter la sérénité, l'authenticité, etc. Donc là aussi, on est sur une forme d'économie du mal de vivre. Donc une fois qu'on a compris ce lien entre des mesures et mal de vivre, on voit bien à ce moment-là que la réponse positive, c'est à la fois la sobriété, l'alternative à l'ébriété, la logique d'acceptation des limites, mais que c'est aussi d'aller travailler sur un mieux vivre, ce que le Forum social mondial de Belém avait appelé les sociétés du bien vivre. Parce que si on se contente d'être dans la limite sans travailler sur un meilleur art de vivre, c'est comme un toxicomane auquel on proposerait de faire une cure de sevrage. S'il n'a pas une espérance positive, il préférera encore rester avec sa toxicomanie. C'est pour ça que l'approche en termes de sobriété heureuse, elle est, je crois, tout à fait nécessaire pour répondre à ce couple de la démesure et du mal de vivre. Ariane demande si vous pouvez finir là-haut, parce que tout le monde est parti et tout le monde vous attend. Si vous pouvez finir votre reportage là-haut. D'accord. Excusez-nous. Não, on bloque tout le monde. A segunda pergunta que eu vou fazer a Patrick tem a ver com como essa noção de sobriedade feliz se relaciona com os diálogos em humanidade que estão em vários países do mundo nesse momento. Então, Patrick. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans le processus des dialogues en humanité, c'est qu'on va accorder autant d'importance à la forme qu'au fond. Et justement, c'est en lien avec
la question de l'alternative au mal de vivre. Par exemple, le fait qu'on se réunisse sous des arbres. C'est pas du tout la même chose de se réunir sous des arbres ou de se réunir dans une salle de congrès classique. Il y a une qualité d'écoute, il y a un rapport à la nature. On sort d'une triple rivalité, rivalité par rapport à la nature, rivalité par rapport à autrui, rivalité par rapport à soi-même. Pour les mêmes raisons, avant les débats en agora, on a ce qu'on appelle des ateliers du sensible, c'est-à-dire le fait de lier intelligence du cœur, intelligence du corps, intelligence de l'esprit. Ça va créer des conditions dans ce qu'on appelle des écosystèmes émotionnels qui font que la nature même des échanges va être très différente. Par exemple, il y aura bien sûr des désaccords, des différences, des divergences, d'autant que les dialogues en humanité sont pluralistes. On peut retrouver aussi bien des entrepreneurs que des acteurs d'institutions, que des acteurs de la société civile, des gens qui sont très alternatifs. Mais à partir du moment où il y a cette qualité d'écoute, où il y a cette bienveillance, on est capable de construire ces désaccords. On est capable de sortir des malentendus, des soupçons, des procès d'intention. Et à ce moment-là, la différence, voire la divergence, devient un atout et permet d'avancer vers cette nouvelle approche du bien-vivre, des sociétés de transition vers le bien-vivre, parce qu'à ce moment-là, dans la façon même de vivre la situation des dialogues en humanité, nous expérimentons cette tentative de bien-vivre. E uma última questão é como cada pessoa aqui presente, ou cada cidadão do mundo, pode contribuir a partir da sua própria vivência, a partir do seu cotidiano, para esse momento de desafio que a humanidade vive. Je crois que pour nous, personnellement, l'un des enjeux, c'est d'apprendre à aller vers une qualité de joie de vivre plus importante. Pourquoi? Parce que c'était le philosophe Spinoza qui disait il y a deux émotions fondamentales chez l'être humain, c'est la peur ou la joie. Tous les comportements de domination, de captation, quand on gratte ce qu'il y a derrière, on se rend compte qu'il y a des phénomènes de peur. Et à chaque fois qu'on fait baisser la peur. A terceira questão que eu queria fazer a Patrick, a última, é como é que cada de nós, cada pessoa, cada indivíduo, cada cidadão no mundo pode, na sua própria vida, no seu cotidiano, contribuir para as mudanças que são necessárias nesse momento que a humanidade vive. Alors, d'abord, à travers ces dialogues en humanité dans le monde entier ou des événements qui expriment des valeurs proches des dialogues en humanité, on va vivre personnellement ce rapport à l'expérience de l'entraide sur la joie de vivre. Que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, que ce soit à Berlin, que ce soit en France, derrière ces rencontres sous les arbres, derrière cette fraternité partagée, derrière y compris l'utilisation d'une monnaie sociale dans les échanges, c'est aussi une expérience de l'entraide sur la joie de vivre qui s'exprime à travers les dialogues en humanité dans le monde entier. Et cette joie de vivre, elle est essentielle parce que, comme le rappelait le philosophe Spinoza, il y a deux émotions fondamentales chez l'être humain. Il y a la peur et il y a la joie. Derrière la peur, on retrouve tous les phénomènes de domination et de captation qui sont toujours, en dernière analyse, liés à des phénomènes de peur. Si on veut sortir de la peur, il faut faire monter le niveau de la joie. Pourquoi la joie est importante? Parce que la joie nous permet de sortir du couple infernal de l'avidité et de la rivalité. Si nous nous posons la question, quand nous nous sentons vraiment bien, quand nous nous sentons heureux, est-ce que nous sommes en rivalité avec les autres? Non, non seulement on n'est pas en rivalité avec les autres, mais on a au contraire envie que les autres soient également heureux. Est-ce que nous sommes dans l'avidité? Non, puisque cet état de bien-être qu'on peut éprouver dans le rapport à la beauté d'un paysage, d'une musique, dans un amour qui nous comble, dans l'expérience de la sérénité intérieure, à ce moment-là, ce qu'on a envie, c'est que ça se prolonge ou que ça se renouvelle, mais ce n'est pas
de l'avidité. Et donc, si il est possible de sortir de ce rapport avidité-rivalité, ça veut dire qu'on peut considérer que les autres ne sont pas des compétiteurs ou des rivaux, les autres deviennent des compagnons de route en humanité. Vivre à la bonne heure, moi j'aime bien définir le rapport au bonheur comme l'art de vivre à la bonne heure, c'est-à-dire comme une qualité de présence et d'intensité à la vie. Vivre à la bonne heure, ça veut dire je ne peux pas tout vivre, je ne peux pas tout faire, mais ce que je vis, je le vis intensément. Quand on adopte cette posture de vie, ça change le rapport à soi-même, ça change le rapport à la nature, mais ça change aussi le rapport à autrui. Parce que si je suis en train de vouloir tout vivre, évidemment les autres vont être des rivaux permanents. Si j'accepte de ne pas tout vivre, à ce moment-là, les autres deviennent des compagnons de route qui me permettent d'accéder à des saveurs de vie que je ne connaîtrais pas en direct. Tel voyage, tel roman, telle expérience, telle aventure, c'est grâce aux autres que je vais accéder à ces saveurs de vie. Et à ce moment-là, la joie est non seulement une épreuve de joie, il n'y a pas de raison d'utiliser le verbe éprouver simplement du côté de la douleur, on peut avoir des épreuves de joie qui, comme les épreuves de douleur, me renseignent sur l'essentiel de ce qui compte dans la vie, mais ça va aussi éviter d'enclencher le cycle permanent dans lequel, par exemple, les anciennes victimes peuvent devenir des bourreaux, les anciens dominés peuvent devenir de nouveaux dominants, parce que ça, c'est toujours le cycle mal-être, captation, domination. Donc le meilleur vaccin préventif contre les nouvelles formes de domination, c'est l'entraide sur la joie de vivre. Bom, muito obrigada, Patrícia. Estou feliz de estar aqui com você. A gente se vê. Merci Déborah et merci à toutes.